56 wala 77 522 02 84 wala 77 556 00 13 ak Walfadjri voyage dal leen ak jàmm ci Makkatal Mukarrama ak ca Madinal Munawwar. Une surprise pour illuminer ta journée. Pour grandir, un bon goûter léger. Hey les enfants, approchez. C'est l'heure de jouer. Bouger et danser. Avec Milo, on va s'amuser. Avec Milo, On va se régaler. avec Milo, une belle journée. Avec Milo, Bouger et danser. avec Milo, on va s'amuser. Avec Milo, on va se régaler. Avec Milo, dafay gën a neex ak Milo. Avec Milo, avec Milo, avec Milo, dafay gën a neex ak Milo. Nino, le yaourt des enfants, riche en fer, vitamine A, iode et zinc. ak Nino gënal ay bal ay montre Crocs ak yeneen i neexal ci magasin yi nekk fépp ci réew mi. Jigéen dañu koy teral. Jigéen dañu koy sagal. Jigéen dañu koy bégal. Jigéen dañu koy yërëm. boole kook di ko waane. day bégal jigéen. Alioune Mbaye Der en compagnie de Setsima Group héritage la ñu jëm. Notez bien un spectacle plus un dîner. man jëlaat naa sama xalima bi di leen wayaat ndax yéen jigéen ñi lépp lu ñu defal doy te yéen xam ngeen ni Salam Ndakaaru Ndiaye, Salam Sénégal. dafa bëgg Le grand restaurant Héritage ouvre ses portes pour Alioune Mbaye Der et ses amis. C'est 10 janvier samedi. Mais notez bien, mise en place 21h00. Menu spécial 20 000 par personne. Entrée concert 10 000 francs par personne. Ouais, attention, réservez-les dès maintenant au 77 968 71 73 77 201 61 00 ou au 78 137 37 19. Venez vivre un spectacle exceptionnel ce samedi, un événement pour Prince ma Art. wayaat jigéen ñi yéenay suñu aljana. waaw sama gars yi ci loo leen ne GFM nu muy waajalee CAN bi nag. waajal bu rëy soxna bi je crois. Vos deux émissions phares lors de la CAN, Miroir CAN, Histoire de CAN, à retrouver tous les jours sur la télé Futurs Médias avec nos chroniqueurs et nos envoyés spéciaux à ne surtout pas manquer. Voilà, dans le Fall comme ni ñu koy faral di defee CAN bu ne wala mondial bu ne ay débat yu tàng jër et sans langue de bois. Tout à fait Cheikh Tidiane loolu moom mooy débat yi nga xam ne dinañ ko am tous les jours di décortiquer match yi di def ay analyse bokk ko sunu supporters yi di leen jox le maximum d'informations possibles. Lamine Coupe d'Afrique des Nations bi nag du match Sénégal yi kese après dinañ débriefer Sénégal bu baax a baax waaye yeneen match yi yeneen équipe yi aussi ci lañu ko. dëgg la Coupe d'Afrique moom moment bu exceptionnel la ci wàllu football bi dana am serveur dana am tension mais ñun li ñuy indi mooy ay méga débrief daañuy wax ci dynamique séquentielle bi daañuy wax ci finesse texturelle daañuy wax ci profondeur de la structure bu bëgg a jàngat football daal noo ko mosul déggee defe naa ne daa ko seetaan.
Salif, les actualités de la CAN, c'est aussi à retrouver sur igfm.sn tous les jours. Effectivement, Cheikh Diana, li nga ko waxee noonu la IGFM également dina ñëw ak ànd ak Coupe d'Afrique des Nations à temps réel tous les jours dina am ay interview ak ay portraits ak également tout ce qui est coulisses et surtout également des directs au niveau de nos différentes plateformes numériques tout ça ce sera sur igfm.sn pendant toute la CAN. La CAN 2025 et le groupe Futur Média, c'est tout un programme qui vous attend. Stay tuned, guys. Dakar à Tanger, de Tanger à Casablanca, de Casablanca à Fès, en passant par Rabat. L'information pour vous pour la CAN 2025. Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. C'est parti. Une pétition déposée par Guy Marius Sagna au ministère de la Santé pour faire la lumière sur l'affaire Softcare. Le député Guy Marius Sagna invite le ministre de la Santé à s'exprimer sur cette nébuleuse qui, selon lui, est avant tout une question de santé publique. Le Forum du justiciable épluche le rapport 2024 de l'ITIE, principal constat établi par l'organisation, une absence de traçabilité quant à la part de production revenant à l'État dans le projet Sangomar. Babacar Ba exige des éclairages dans la gestion des revenus issus des hydrocarbures. Premier recteur sénégalais de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Seydou Madanissi a rejoint sa dernière demeure. La mosquée de Mermoz, qui a abrité sa levée de corps, a refusé du monde. Ami, proche du défunt, parle d'un homme exceptionnel et d'un vrai serviteur de l'État. Quart de finale de Cannes, le Sénégal croise le fer avec le Mali. Les Lions ont effectué leur dernier galop d'entraînement ce jeudi au stade de Tanger. Une affiche qui, en dehors du terrain, alimente la polémique sur le plan culinaire à travers le fameux mafé dont les deux pays se disputent la paternité. Alors, d'où ce plat à base de pâte d'arachide trouve-t-il vraiment ses racines? Réponse, eh bien, ce sera dans la page des sports. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir et re-bienvenue dans cette édition. Je vous l'annonçais en titre, à la tête d'un collectif, Guy Marius Sagna a déposé une pétition au ministère de la Santé. Cette dernière exige que lumière soit faite autour de l'affaire Softcare. Pour le député, il est impératif que le ministre de la Santé, le docteur Ibrahim Sy, sorte de sa réserve pour s'exprimer sur cette affaire qui est, selon lui, avant tout une question de santé publique. Ibrahim Kamara pour les détails. L'affaire Softcare continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive au Sénégal. Le député Guy Marius Sagna, accompagné d'un collectif, s'est rendu au ministère de la Santé pour se plaindre du silence de l'autorité. Un petit souci technique avec cet élément que nous n'excluons pas de vous transmettre lors de nos prochaines interventions. Le Sénégal n'envisage pas de restructuration de sa dette. Le Premier ministre Ousmane Sonko l'a réaffirmé aujourd'hui, estimant que le pays dispose de leviers nécessaires pour surmonter les difficultés économiques du moment. Il a également indiqué que le Fonds monétaire international avait sa part de responsabilité dans la situation économique actuelle. Le chef du gouvernement s'exprimait ainsi en marge de la visite officielle du Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, El Mokhtar Ould Jey, et je vous propose de l'écouter au micro de Chérif Dia. Nous avons considéré que, certes, il y a des difficultés, mais tous les travaux que nous avons réalisés nous permettent de voir ou d'entrevoir la possibilité de sortir de cette situation sans avoir besoin d'une restructuration. Nous considérons que les efforts que nous faisons à partir du plan de redressement
qui, rien que pour ce budget, nous permet de générer 960 milliards de plus additionnels au budget, et ça va aller crescendo à partir de 2027, pourrait nous permettre de combler une bonne partie de ce gap. Et c'est ça le rôle du Fonds monétaire international. C'est quand les États sont dans ces situations et qu'ils parviennent par eux-mêmes et par leurs efforts à tenir le coup, à faire des efforts substantiels pour continuer à tourner, c'est là où on attend le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international n'est pas une banque ou un prêteur en premier ressort, en principe. C'est un dévoiement des missions du Fonds. Et le Fonds monétaire a une part de responsabilité sur la situation que nous vivons. Parce qu'il était là, il venait faire ses staff visites, ses revues. Il ne peut pas dire qu'il n'était pas informé de ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi d'autres pays ont été dans cette situation. Je vais citer par exemple l'Égypte. Et le Fonds est venu appuyer l'Égypte. Qu'est-ce qu'avait dit la directrice générale? Je ne peux pas abandonner un pays qui est dans cette situation et qui fait des efforts pour se relever. Les indicateurs de l'Égypte n'étaient pas plus reluisants que les nôtres actuellement. Et donc, nous ne pouvons pas comprendre qu'on veuille nous imposer une restructuration dans ces conditions. Ce n'est pas une position d'Ousmane Sonko, c'est une position de Monsieur le Président de la République du Sénégal, du gouvernement du Sénégal, par son Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et tous ceux qui ont une compétence en la matière. Et nous continuons à rester sur cette position, rien n'a changé entre-temps. Ce n'est pas des déclarations d'économistes ou de quelques autres composantes qui vont nous amener à changer de position. Et nous restons dans le domaine de l'économie. Vous le savez, au Sénégal, les recettes pétrolières soulèvent souvent de sérieuses interrogations. Le Forum justiciable alerte sur l'absence de traçabilité quant à la part de production revenant à l'État dans le projet Sangomar, s'appuyant sur le rapport 2024 de l'initiative pour la transparence des industries extractives. L'organisation interpelle directement les plus hautes autorités du pays et exige toute la lumière sur la gestion des revenus issus des hydrocarbures. Le point avec Ibrahim Akan. Cette déclaration de presse du Forum du justiciable vient raviver un débat sensible au Sénégal, celui de la transparence dans la gestion des revenus pétroliers. En s'appuyant sur le rapport 2024 de l'ITIE, l'organisation met en lumière une absence troublante. La part de production en numéraire destinée à l'État dans le projet Sangomar n'est retracée dans aucun document officiel. Ni Petrosen, ni l'opérateur Woodside, ni les services du Trésor public, encore moins les rapports d'exécution budgétaire, ne permettent d'identifier clairement ces recettes. Pour le Forum, cette situation traduit un déficit de traçabilité incompatible avec les exigences de bonne gouvernance. Au-delà de la dénonciation, le document interpelle directement les plus hautes autorités de l'État, car l'enjeu dépasse le seul secteur pétrolier. Il touche à la fois la crédibilité des institutions et la confiance des citoyens dans un contexte où la transparence est érigée en principe fondamental de l'action publique. Le Forum appelle ainsi à des clarifications urgentes et documentées, un rappel fort que les ressources naturelles du pays ne peuvent prospérer dans l'opacité. Chaque franc issu du pétrole appartient aux Sénégalais et doit être visible, traçable et utile au développement national. L'organisation invite la société civile et l'ensemble des forces vives de la nation à se mobiliser pour exiger la traçabilité totale des revenus pétroliers. Ça y est, c'est officiel. Le Conseil national de régulation des médias, nouvelle autorité de régulation adoptée mercredi en Conseil des ministres, remplace le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, le CNRA. Ceci marque une étape majeure dans l'évolution du paysage médiatique sénégalais, une décision saluée par la coordination des associations de presse. Toutefois, la CAP déplore le manque de concertation avec les acteurs des médias. Ibrahima Lissafei, que nous écoutons au micro de nos reporters. Nous l'appelions de tous nos voeux parce qu'en réalité, le secteur en avait besoin.
parce que toutes les dérives, tous les problèmes que nous avons connus jusqu'ici, en partie, c'est à cause de l'absence, en tout cas, d'un bon organe de régulation. Mais en fait, parce qu'il y a un mais, parce qu'en réalité, l'adoption ou le travail pour l'élaboration de ce texte a été fait par un cercle fermé de juristes et on n'a pas du tout été impliqué à part le lancement des travaux le 24 janvier 2025 passé au bulletin administratif. Nous n'avons pris part à aucune rencontre ou aucun atelier d'élaboration. Or, ce texte nous concerne, nous, acteurs des médias. Ce texte va, disons, régir notre façon de travailler et d'organiser notre métier. Et nous, on n'a pas eu notre mot à dire, ce qui est extrêmement grave. On ne peut pas ergoter ni dire quoi que ce soit sur le contenu tant que nous ne l'avons pas vu. Et pour l'heure, nous sommes en train, en tout cas, de nous concerter et de voir quelle attitude prendre. Allez, nous quittons Dakar pour Ziguinchor, un atelier de prise de contact et de partage sur les modalités de stockage et de traitement des déchets dans les communes de Niaguis et de Kafountine a eu lieu. Plusieurs représentants des populations concernées par les infrastructures à construire dans ces communes étaient présentes à cet atelier. Suivons à ce propos le gouverneur de Ziguinchor. Il nous en dit plus au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Il s'agit d'un atelier d'information sur les projets de mise en place et d'exploitation des infrastructures de gestion et de valorisation des déchets solides, donc de Kafountine et de Niaguis, mais également de venir sur le projet de réhabilitation de la décharge de Mamotoro. C'est une décharge qui est bien connue à Ziguinchor, qui justement, jusqu'à un passé très récent, servait donc de lieu d'enfouissement en tout cas de décharge quand même des déchets au niveau donc de Ziguinchor. Donc aujourd'hui cette rencontre permet d'apporter une réponse à cette épineuse problématique de la gestion des déchets dans la région de Ziguinchor. Et justement par deux infrastructures que je viens de citer à Kafountine et à Niaguis. Et nous pensons bien qu'avec ces deux infrastructures, nous parviendrons effectivement à justement gérer cette problématique. Allez, la page des sports à présent, à la veille du choc Mali-Sénégal. Les deux sélectionnaires se sont présentés à la presse. L'entraîneur malien Tom Saint-Fié parle d'un véritable combat face à une très grande équipe sénégalaise, tandis que Pape Thiaw insiste sur la nécessité de rester dans la dynamique actuelle et de faire preuve de réalisme devant les buts. Nous les écoutons tour à tour au micro de Mamadou Ndiaye. Un match qui se prépare avec beaucoup de respect face à une belle équipe du Mali, donc avec détermination, c'est sûr. Et on sait quand même c'est un pays frère, mais demain on sera adversaire juste pour 2 heures, voire maximum 3 heures de temps. Donc voilà, ça sera un match de football. On va rester dans le cadre du football avec beaucoup de détermination. On sait qu'on aura en face une équipe engagée avec un défi physique qui va nous imposer un défi physique. C'est à nous d'être présents et aussi garder nos acquis parce que c'est une équipe qui a montré vraiment une force de caractère durant les 8e de finale en jouant en 10 et aller chercher cette qualification. Donc qui mérite d'être en quart, mais nous on veut continuer notre chemin. On a travaillé surtout sur l'aspect tactique, nos automatismes et notre équilibre défensif et surtout l'efficacité offensive. Donc voilà, et après ce match peut se jouer beaucoup sur le côté mental. Voilà, nous on va contrôler nos émotions et surtout la concentration et pour essayer d'aller chercher pour se qualifier pour les deux. Si on regarde sur le match précédent du Mali, ils ont montré une preuve de caractère, une preuve de solidarité, de jouer 20-25 minutes du début de la partie pour jouer le reste du match jusqu'à 120 minutes à 10 et tenir face à une belle équipe aussi de la Tunisie qui n'arrête pas de montrer aussi des bonnes choses. Donc ça veut dire que cette équipe, il y a une solidarité. Donc nous, on est préparés, on a travaillé sur nos automatismes, comme je l'ai dit. L'équipe, on n'a pas perdu au CAN.
On a joué bien contre Tunisie et contre Maroc, 2 équipes fortes. On a de bons joueurs. Ça va être une guerre demain, pas facile. Mais on a une chance. Le Sénégal est le favori, mais on a beaucoup de respect et on n'a pas peur. J'ai confiance qu'on peut-être peut faire un surprise demain, Inch'Allah. Et c'est clair qu'avant le match, c'est pas 50-50. Le Sénégal a l'avantage, mais pourquoi pas on n'a pas perdu. Je pense que le Sénégal pense aussi que c'est très difficile de manipuler nous, de créer les occasions et de marquer contre nous. Parce qu'on a aussi des qualités, on a aussi des bons joueurs, on a aussi prouvé d'être fort. Maroc a marqué, on est retourné. Tunisie a marqué 2 minutes avant la fin, on est retourné. Ça donne quelque chose pour notre morale. Avant, Mali est peut-être un peu faible dans les autres CAN, incassé les dernières secondes. Maintenant, c'est tourné dans notre tête. On a aussi le sentiment qu'on peut faire quelque chose. Et on a dit on veut aller aux demi-finales. Ça dit qu'on doit passer Sénégal. Et moi, j'ai joué le quart final avec Gambie 4 années passées. Et c'est un miracle pour tout le monde, mais on a créé 2 semaines. Tout le monde a dit que c'est un CAN fantastique pour Gambie, mais perdre au quart final, ça fait mal. C'est mieux de perdre au premier tour et d'aller à la maison, parce que quand tu es 8 jours avant le final, tu veux rester. Tu veux rester. On a parlé avec l'équipe de ça et on va faire tout demain pour aussi rester. La dernière séance d'entraînement des Lions a eu lieu ce jeudi. Les hommes de Pape Thiaw se sont entraînés cet après-midi sur le terrain annexe du grand stade de Tanger, où nous retrouvons tout de suite d'ailleurs Mamadou Ndiaye du côté de la Ville Bleue. Bonsoir, oui, effectivement, dernière séance d'entraînement, veille de match, le match premier quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations entre le Mali et le Sénégal. Un match très attendu, un derby très attendu. Les Lions se sont entraînés cet après-midi ici au terrain annexe du grand stade de Tanger pour préparer le match face au Mali. Les 15 premières minutes étaient ouvertes à la presse pour prendre des images. Comme vous le voyez, sur ces images, il y avait une forte présence de la presse sénégalaise et même internationale. Le match est très attendu entre le Sénégal et le Mali. En tout cas, on a eu quelques réactions en zone mixte des joueurs comme Antoine Mendy et Mamadou Sarr. Je vous propose de les écouter. À présent était important, on ne va pas changer notre manière de préparer le match, que ce soit le Mali ou le Soudan ou le Botswana, ça reste un match de Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, on va essayer de le préparer de la meilleure des manières. Le groupe il va encore très bien. Voilà, demain on a la chance de jouer un quart de finale, donc voilà, il faut que tout le monde profite. Mais voilà, il faut qu'on mette beaucoup d'implication pour passer en demi-finale. Il ne faudra pas tomber dans le piège. On sait qu'on a une bonne histoire avec le Mali, même en dehors du foot. Donc il ne faudra pas tomber dans le piège, il faudra jouer ce match comme on a joué les autres matchs. Ce match est aussi important pour les quarts de finale. Ce match en quart de finale contre le Mali, c'est le derby de l'Ouest. On le prépare comme tous les matchs, même si on sait que c'est une équipe très agressive. Mais on va se tenir prêt comme match par match et Inch'Allah remporter ce match. Voilà, comme vous le voyez derrière moi, la séance d'entraînement vient de terminer. Les Lions rentrent à l'hôtel, préparer le match de demain très attendu entre le Sénégal et le Mali. Un choc, le derby ouest-africain, 17h heure locale et 16h à Dakar, Mali-Sénégal, quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. On se retrouve demain avec plaisir. Mamadou Ndiaye, la rivalité entre le Sénégal et le Mali s'invite aussi en cuisine. Le sujet de la discorde, la paternité du célèbre mafé. Si le plat est emblématique à Tambacounda, le Mali en revendique également les origines entre 2 styles de préparation bien distincts. Et bien, nous avons tenté de trancher ce débat identitaire à travers un micro-trottoir réalisé à Tambacounda par notre reporter Mamadou Diouf. On regarde ça. Au-delà du match qui doit opposer le Sénégal au Mali ce vendredi, comptant pour les quarts de finale de la CAN 2025, un autre débat passionné divise les 2 nations. Cette fois-ci, la confrontation se joue en cuisine. La question est de savoir qui du Mali ou du Sénégal détient la paternité du mafé.
Le mafé est notre héritage. Les Maliens tentent simplement de nous voler la vedette. Mais demain, nous leur prouverons que la paternité de ce plat nous revient de droit. Pour moi, le mafé appartient aux Maliens. Ma clientèle est d'ailleurs majoritairement malienne. Et ils commandent bien plus de plats de mafé que de tchèp. Le mafé préparé au Mali est bien meilleur que celui du Sénégal. Pour avoir vécu là-bas, je peux vous dire qu'il nous surpasse dans la préparation de ce plat. Le mafé, un plat emblématique de la région de Tambacounda, où il fait partie du quotidien. Pour autant, les secrets de sa préparation locale diffèrent nettement des traditions culinaires maliennes. Les recettes de mafé diffèrent d'un pays à l'autre. Au Mali, la sauce est plus allongée et riche en gombo. Au Sénégal, c'est tout le contraire. Nous mettons moins de gombo et privilégions une base plus riche en huile. Mais le mafé riche en gombo est bien meilleur. Il y a une grande différence. Les Sénégalais cuisinent mieux le mafé que les Maliens. Chez eux, la sauce est trop liquide, ce qui fait qu'elle finit souvent par imbiber tout le riz au lieu de rester onctueuse. En plus, on a les ingrédients qui utiliser. Donc, affaire de match, de niveau ça. Tambacounda, ville où vit une très forte communauté malienne. Les discussions s'animent à chaque coin de rue pour savoir qui remportera la victoire ce vendredi. Mais en attendant le match, Maliens et Sénégalais partagent ensemble leur bol de mafé, guettant ce qui va se jouer demain soir dans le grand stade de Tanger. Merci à Mamadou Diouf. En tout cas, une très bonne suggestion de plat à déguster demain. En attendant, le derby tant attendu, le Sénégal face au Mali. Ce sera donc demain jeudi et vous ne raterez rien, aucune minute bien entendu, de ce match. Allez, on termine ce journal par une note un peu plus triste. Amis, proches et compagnons de longue date, ils étaient tous au rendez-vous à la levée de corps à la mosquée de Mermoz pour rendre un dernier hommage à Seydou Madanissi, premier recteur sénégalais de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Seydou Madanissi, un homme exceptionnel, un grand serviteur de l'État. Ce sont là les principaux témoignages de l'assistance, le compte-rendu de la levée du corps avec Pape Faragning et Diafaraba. Un cercueil recouvert du drapeau national apporté par les notes solennelles de la musique principale des armées. Devant un parterre de hauts gradés et de personnalités de tous bords, tous sont venus rendre un dernier hommage à un homme exceptionnel, comme en témoignent ses amis et ses proches. Notre père a été vraiment, pour nous, comme pour toutes les personnes avec qui il a travaillé, un guide. Un véritable guide qui essayait d'œuvrer dans l'intérêt général et de transmettre le message que nous pouvons tous nous unir pour agir dans le même sens et promouvoir l'intérêt général, de manière à avoir un développement collectif. Mais il a décidé d'aller dans l'enseignement pour promouvoir de nouvelles générations de Sénégalais qui soient instruits, formés et qui puissent constituer une ossature pour l'État sénégalais de demain. Un grand monsieur est parti, Pape Farah, et nous ne pouvons que prier pour le repos de son âme. Mais c'était un grand monsieur à tout point de vue. Il a été l'un des plus proches collaborateurs du président Abdou Diouf, qui est actuellement très affecté. Premier Sénégalais, recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ancien ministre et médiateur de la République, Seydou Madanissi était avant tout un grand serviteur de l'État. Président de la réforme de l'université de Dakar en 1969. Il fut également conseiller juridique du ministre de l'Éducation nationale du Sénégal. Il sera plus tard garde des Sceaux, ministre de la Justice de 86 à 90. Son parcours et son dévouement pour le Sénégal méritent d'être érigés en exemple pour la jeunesse,
tout comme son nom, mérite d'être immortalisé dans l'histoire de la nation. moo njëkk a nekk sénégalais bu jiite université Cheikh Anta Diop de Dakar ci jamono ju metti nag parce que boobu temps dafa fekk ne dañuy jógee ci statut bi France jox universitaire pour dem ci statut bi Sénégal war a jox universitaire xam nga loolu yombul. Nous sommes arrivés nous à l'université en 74-76. Il nous a pratiquement encadré. On aimait bien aller à son bureau, rencontre, discuter un peu avec lui. Vous avez vu aussi tous les anciens, que ce soit le ministre Diop, le ministre Si, le DG Douane qui était là, Moustapha Tal. Vous avez également vu le président Diagne Ndiaye. Tous ces autorités quand même ont tenu à rendre un hommage vibrant à cette personnalité. Après la prière mortuaire à la grande mosquée de Mermoz, la dépouille de Seydou Madanissi a été acheminée au cimetière musulman de Yoff, où il repose désormais pour l'éternité. Paix éternelle à l'âme du défunt Seydou Madanissi, que la terre de Yoff lui soit légère. Voilà qui met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales et vous le savez, après le journal, vous avez la deuxième partie de Soir d'Info en français présentée par Jean-Paul Ndour qui est déjà là à mes côtés. Alors Jean-Paul, bonsoir déjà. Bonsoir Sarah. Qu'avons-nous au menu ce soir? Dans Soir d'Info, nous recevons le professeur Yankoba Seydi. Il est enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et spécialiste de la géopolitique du monde anglo-saxon. Nous allons évoquer le durcissement des conditions d'obtention du visa aux États-Unis et de l'affaire Nicolas Maduro. Bon, un menu assez alléchant. Je te passe la main avec plaisir. Bonne émission. Merci. Avec donc ton invité. Excellente suite de programme en notre compagnie. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Télévision Futur Média. Dans Soir d'Info, nous recevons le professeur Yankoba Seydi. Il est enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et spécialiste de la géopolitique du monde anglo-saxon. Bonsoir professeur. Bonsoir. Un très grand plaisir pour nous de vous retrouver. À compter du 21 janvier 2026, les citoyens ivoiriens devront s'acquitter d'une caution pouvant atteindre 15 000 $, soit environ 9 millions de francs CFA, pour obtenir un visa d'entrée aux États-Unis, en plus des frais de demande habituels. Annonce faite ce mardi 6 janvier par le département d'État américain dans un contexte de durcissement assumé de la politique migratoire sous Donald Trump. A précisé que cette nouvelle exigence ne concerne pas uniquement la Côte d'Ivoire, elle s'inscrit dans un dispositif élargi qui touche désormais 38 pays après l'ajout de 25 nouveaux États à la liste initiale. Et en Afrique de l'Ouest, plusieurs pays sont concernés, notamment le Sénégal, le Nigeria, le Bénin, le Togo, la Guinée-Bissau et la Gambie. Êtes-vous en phase avec Washington qui justifie cette mesure par la volonté de réduire les dépassements de durée de séjour observés sur certains visas de court séjour? Merci beaucoup. Je voudrais, avant de répondre, que vous me permettiez de m'incliner devant la mémoire de Seydou Madanissi, qui a été le tout premier recteur sénégalais de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et à toute la communauté universitaire, je voudrais présenter mes condoléances ainsi qu'à sa famille. Par rapport à la question, il ne s'agit pas d'être en phase ou en déphasage. On est de plein pied dans les questions de souveraineté. Hein. Donc les États-Unis peuvent toujours justifier des mesures qu'ils prennent, que ce soit pour la politique d'augmentation des droits de douane, les politiques de visa. En tout cas, Trump, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a quand même quelque chose qu'il n'a pas réussi à faire, malgré tout le grand show. Il s'agit surtout des rapatriements de masse qu'il avait promis à sa base électorale MAGA. Il s'est rendu compte que la réalité des faits, ce n'est pas forcément ce que lui, candidat, promettait et qu'il pouvait parfaitement réussir une fois président, mais il a quand même besoin malgré tout de servir quelque chose à cette base qui n'attend que des mesures chocs. Évidemment, la question des visas, des restrictions entre
parfaitement dans cette logique qui consiste à montrer à sa base, ou à une partie de sa base, parce que sa base est un peu composite, hétéroclite. Et pour certains, voici ce qui leur plaît, pour d'autres, voici ce qui... Donc il faut leur montrer que, attention, les promesses qu'on avait faites, non seulement nous ne les avions pas oubliées, mais nous sommes encore en train de les mettre en œuvre. Nous avons promis de mettre beaucoup de migrants dans les avions et de les ramener vers les pays d'origine, mais en même temps, nous allons continuer dans cette même logique à réduire, à restreindre de la façon, il parle toujours d'histoire, que personne n'a jamais fait ici, on va dire, cette politique de restriction, tout cela pour montrer qu'effectivement, les États-Unis sont sur une logique qui consiste à réduire, puisqu'il y a une philosophie derrière. Quand vous écoutez J.D. Vance, quand vous écoutez les grands idéologues autour de Trump, mais ça, c'est une véritable philosophie qu'ils cherchent à... Parce qu'ils parlent de civilisation. Pourquoi ils sont durs pour ce qu'ils appellent la vieille Europe? C'est parce qu'ils pensent que la vieille Europe n'est pas parvenue à contrôler les flux de migrants qui arrivent, au point que dans quelques années, la civilisation, disons, va disparaître au profit d'une autre civilisation, et c'est ça qu'ils veulent enlever. Le discours de Munich que J.D. Vance avait prononcé, mais c'est resté, ça résonne jusqu'ici dans toutes les têtes, et eux pensent être le sauveur d'un Occident en déclin, et pour ce faire, il faut forcément réussir à contrôler ou voire à repousser ou à fermer la porte à ce qu'ils appellent des vagues migratoires, dont le but ou dont l'objectif devrait consister de façon ultime à changer ou à mettre en place ce que un certain Zemmour parle de grand remplacement dans une certaine France. Et quelle doit être la posture des pays africains, et notamment la posture des pays de l'Afrique de l'Ouest? Une réciprocité ou bien une autre position? C'est difficile à dire parce que, n'oublions pas, par le passé, l'ancien président du Sénégal avait même proposé de mettre on va dire, quelque chose pour l'obtention des visas pour ceux qui entrent au Sénégal. Ça a été diversement apprécié, et à l'arrivée, les hôteliers ou autres avaient pensé que ce n'était pas une politique productive et qu'il fallait tout de suite sortir de cela, et Macky Sall n'avait pas hésité à en sortir sans bruit. En fait, c'est vrai que le combat entre David et Goliath peut faire penser que oui, nous sommes au nom de la souveraineté, nous avons la possibilité d'appliquer une certaine réciprocité, mais je pense que c'est quand même difficile parce que les États-Unis, c'est quand même le pays qui a un PIB qui a 25% du PIB mondial. C'est pas n'importe quel pays, c'est un pays qui est extrêmement lourd à tous les niveaux. C'est justement conscient de cela. Exactement. Que le président Donald Trump continue à affirmer ses positions virulentes. Exactement. Trump, vous avez parlé de virulence, on peut même parler de virilité, c'est ça qu'il cherche à montrer partout. Quand vous voyez la rhétorique guerrière de Trump par rapport au président chinois, regardez quand ils ont, on va dire, enlevé Maduro, vous avez vu comment on bombait le torse. C'est ça qui intéresse Trump. Donc, il cherche à toujours affirmer que oui, d'abord, il disait que l'Amérique est de retour, mais n'oubliez pas, le MAGA, c'est quoi? Make America Great Again. Donc, pour lui, quand il n'était pas là, la parenthèse Biden avait contribué à forcément, on va dire, à effacer l'Amérique, et il faut tout de suite remettre l'Amérique sur les rails et montrer que c'est nous la première puissance économique, c'est nous la première puissance militaire, c'est nous la première puissance diplomatique, c'est nous, etc. Et c'est la première puissance technologique sur beaucoup. L'Amérique a coché pratiquement toutes les cases. Évidemment, on a beau être le plus fort, il y a toujours des choses où nous avons des vulnérabilités, et l'Amérique a ces vulnérabilités. Il a fallu pour Trump imposer les histoires de tarifs, sa politique douanière là, pour se rendre compte que lui qui pensait punir les autres, en réalité tombait dans son propre piège, parce qu'aujourd'hui, son premier adversaire,
son premier adversaire, c'est justement l'intérieur. Ce n'est pas l'extérieur. Ça, il joue bien. Les présidents, en tout cas, qui ont du mal, il faut voir ce qui se passe en France avec Macron, eh bien, ils cherchent à exister. Il aime beaucoup taquiner aussi Emmanuel Macron. Exactement. Il le porte souvent en dérision. Tout à fait. Pas que Macron, mais oui, pour Macron, parce que Macron cherche quand même, dans une lignée gaulliste, à montrer qu'écoute, nous sommes là, nous sommes aussi une puissance. Nous sommes la France, nous sommes une puissance nucléaire, nous sommes un des 5 membres du Conseil de sécurité. Donc voilà, comme De Gaulle l'a fait, pour résister, pour tenir tête aux Américains, pour leur dire vous n'êtes pas les seuls dans le terrain, nous sommes là aussi, et puis voilà, il faut compter avec nous. Mais bon, évidemment, on ne peut pas comparer, c'est pas du tout comparable, bien sûr. Redonner aux États-Unis ses lettres de noblesse. L'autre actualité, c'est également Nicolás Maduro et son épouse qui sont désormais jugés devant un tribunal américain pour trafic d'armes et de stupéfiants et risquent une longue peine de prison, il faut le dire. Cependant, des experts en droit international estiment qu'il n'est pas certain que les autorités américaines aient respecté le droit international. Auparavant, Maduro avait nié avec véhémence, d'ailleurs, être un chef de cartel et avait accusé les États-Unis d'instrumentaliser leur guerre contre la drogue pour tenter de renverser et s'emparer des vastes réserves pétrolières vénézuéliennes. C'est ça. Alors, c'est très clair. On va laisser aux juristes de nous dire les conditions dans lesquelles il a été enlevé. Mais je pense que on n'a pas forcément besoin d'être grand juriste pour savoir que évidemment c'est un coup de force, hein. Donc pourquoi ça ne fait pas grand bruit, c'est parce que aussi quelqu'un comme Maduro n'est pas très fréquentable, hormis les milieux de gauche radicale qui montrent un certain soutien. Voilà, le Venezuela, au moment où nous sommes, c'est le pays où le taux d'inflation est le plus élevé au monde. Il y a tellement de problèmes que on n'a même pas besoin de parler de sortes de cartels. C'est que des problèmes, sans compter maintenant le fait que les questions de liberté, les questions de droit sont totalement à la bourre, et du coup le régime s'est totalement coupé d'une très bonne partie de la population, même si on s'est rendu compte qu'il y a eu quelques manifestations ici et là pour le soutenir. Mais regardez, par exemple, quand on l'a enlevé, toutes les questions qu'on se pose, mais pourquoi faire ce coup de force-là? Les gens pensent que c'est, on va dire, les réserves pétrolières. Ça, c'est vrai, ça compte, parce que aujourd'hui, il est certain que quand vous comparez les pays qui ont des réserves de pétrole, le monde entier, tous les pays, évidemment l'Arabie Saoudite était parmi les pays dans la liste en tête, mais les réserves qu'on a au Venezuela, on ne les a nulle part. Mais ce n'est pas seulement cela que, on va dire, qui a poussé Trump à aller, et ce n'est pas forcément non plus la lutte contre les cartels de drogue. C'est vrai, ces éléments sont à mettre dans le panier, mais encore une fois, Trump est dans une opération de séduction de sa base. Il a besoin, parce qu'il y a des échecs sur le plan économique, ce n'est pas encore on va dire, la réussite. Trump a été élu parce que les gens pensaient, les Américains, au-delà de la base traditionnelle, hein, il y a beaucoup d'Américains qui n'étaient pas dans la partisanerie, qui avaient finalement choisi Trump parce qu'ils pensaient que sur le plan de la gestion de l'économie, c'est à lui qu'il fallait faire plutôt confiance. Mais même si, par ailleurs, on sait que Joe Biden n'avait pas du tout démérité, hein. Quand même sur le plan de l'emploi, quand il quittait, il avait quand même créé plus de 16 millions d'emplois, c'était un record. Mais les gens pensaient qu'avec Trump, on pouvait faire encore plus confiance parce que les Américains, quoi que vous fassiez, quelles que soient vos grandes prouesses ailleurs, sur le plan intérieur, sur l'économie ne se porte pas bien, et surtout l'inflation, parce que quand même c'est ça qui... Le panier de services, le panier de biens et services, le coût du panier de biens et services de base,
le fameux CPI, Consumer Price Index. Ça, c'est ça qui intéresse le plus les Américains, plus que tout. Faites tout ce que vous voulez, mais ça, et là, c'est un problème. Quand vous voyez les chiffres, il y a un petit, on va dire, une petite stabilité, mais on était à 3,01%, et puis là, on est à 2,68%, et l'année dernière, c'était à 2,75%. Donc, et maintenant, pour le, on va dire, le 324 on va dire, de points pour la consommation, c'est compliqué, hein. Ce n'est pas tout à fait la grande réussite. Donc, il faut chercher à masquer tout cela, et la meilleure façon de le faire, c'est de créer des contre-feux ailleurs et surtout montrer les muscles. Et comme ça, c'est une sorte de drogue qui peut satisfaire certains pour dire « Ah, ça marche, c'est très bien ». Mais les résultats, ce n'est pas encore au rendez-vous sur le plan intérieur, sur le plan économique, et c'est ça qu'il faut comprendre. Jusqu'à quand Time will tell. Merci infiniment, je vous en prie. Très cher professeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis dans Soir d'Info. L'actualité se poursuit sur